Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Jusqu'où peut-il aller l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Kibafori Soro? Le général Abdraman Chani était cette semaine ici à Bamako et à Ouagadougou. Le général Gamou, nouveau gouverneur de la région de Kidal. Autant de sujets qui seront commentés tout à l'heure par nos invités qui sont Monsieur Moussa Djiré, président de Yiriwa 223, qui découvre pour la première fois le plateau de votre émission Regard croisé. Monsieur Djiré, merci d'être là. Merci, M. Sidibé, pour l'invitation. Bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs. Deuxième invité, honorable Nouhoum Saro, membre du CNT et président du parti FAD, un habitué de ce plateau. Honorable, merci d'être là. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Troisième invité, Hassan Sey, juriste, qui n'est plus à présenter ici dans ce studio de l'émission Regard croisé. Monsieur Sey, merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Bagui Diarra, analyste politique maison. Monsieur Diarra, merci d'être là. À moi de vous remercier. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Je le disais tantôt après sa déclaration retentissante, je cite, j'ai décidé de mettre fin à mon exil. Déclaration suivie par une série de visites médiatisées qu'il a effectuées dans certains pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Nombreux sont désormais des observateurs à vouloir comprendre les limites de la détermination de l'ancien chef rebelle ivoirien, non moins ancien Premier ministre, également ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Question à nos invités, Monsieur Sey. Déjà, quel commentaire faites-vous déjà de cette déclaration de Guillaume Soro qui annonce mettre fin à son exil après 4 ou 5 ans déjà d'exil? Bon, je pense qu'il était temps. Il était temps et le climat géographique et les postures politiques actuelles, notamment avec l'AES, sont favorables. Parce qu'il dit aussi entre les lignes qu'il a essayé à plusieurs reprises avec des États entre guillemets démocratiques et que ça n'a pas marché et que des États entre guillemets putschistes ont accepté de le recevoir. Donc il profite par la même occasion pour lancer une sorte de message, bon, je ne vais pas dire à ses détracteurs, mais à précisément le président de la Côte d'Ivoire. Bon, ça, je pense qu'on aura le temps d'y revenir, parce qu'on sait que les deux hommes ont été très proches, qu'il y a la rébellion, qu'il y a eu un certain nombre de choses, qu'il était le président de l'Assemblée nationale, qu'il était considéré comme le dauphin du président Ouattara à un moment donné, et qu'au moment où il a annoncé sa candidature en octobre 2019, 1 ou 2 mois après, les premières procédures judiciaires ont commencé à son encontre. Il a d'abord été condamné à 20 ans pour détournement de deniers publics, et ça c'était, il me semble, en avril 2020, quelques mois avant les élections d'octobre. Ensuite, il a été condamné également en 2021 à tentative, bon, on dit atteinte à la sûreté de l'État, mais entre les lignes, tentative de coup d'État. Et mieux encore, c'est même les choses qu'il possédait à l'étranger, oui, y compris même ses assurances-vie, ont été gelées, oui, ses avoirs financiers ont été gelés. Bon, je pense qu'il était un peu dans l'énergie du désespoir. Il y a un souffle nouveau qui se présente. C'est normal. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Diarra, Guillaume Soro, en disant « Je décide de mettre fin à mon exil », il n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas dans les pays voisins de la Côte d'Ivoire qu'il fait cette déclaration. Comment comprendre les limites de la détermination de l'ancien rebelle ivoirien? L'expression n'est pas, en tout cas, péjorative. Non, assurément que Guillaume et les États qui l'ont reçu ont d'abord travaillé en amont sur certainement un certain nombre de points que je considérerais moi comme éminemment politiques. Et c'est ce qui me fait également dire, dans mon point d'analyse,
que je vais avancer sur des points en le considérant comme quelqu'un de politique, donc un ancien Premier ministre ou l'ancien président de l'Assemblée, non pas avec un chapeau donc de chef rebelle. Oui. Et je ne connais pas le contenu qui a prévalu en fait à ces visites-là, mais je suis presque certain que Sinon, lui-même, dans le passé, il a écrit un livre en disant effectivement le récit d'un ancien rebelle. Pourquoi je suis devenu rebelle? C'est déjà le titre de ce livre. Oui, mais dans ce contexte-ci, là, Oui. je ne pense pas que les États qui l'ont reçu l'auront fait en tant qu'ancien chef rebelle avec ce chapeau-là. Oui. Mais je pense bien que c'est peut-être en tant qu'un responsable politique. Et de ce point de vue-là, je pense que Guillaume gagne véritablement des points politiques à ce niveau parce qu'il sera à dire qu'il est là avec effectivement ses camarades politiques qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et que la communication, les synergies d'action peuvent être plus faciles, encore qu'il n'ait pas dit qu'il va s'installer par exemple au Niger ou encore au Burkina qui l'ont reçu, mais le fait qu'ils aient déjà cette possibilité de pouvoir se rapprocher là, je pense qu'il est plus proche de son peuple et de sa base politique. De mon point de vue, c'est vraiment des avancées pour ce qui le concerne. Maintenant, les États qui l'ont reçu, est-ce que ça rentre dans une certaine géopolitique? Parce que déjà dans un passé récent, la conduite du président ivoirien dans ce sens-là aurait écorché effectivement en fait leur façon de voir ou leur gouvernance. Je pense que ça aussi ce n'est pas à exclure parce que la conduite du président ivoirien dans la gestion de ces différentes crises-là, quelque part, je pense qu'elle n'a pas été suffisamment appréciée par les différentes autorités de ces États-là. Peut-être que cela peut faciliter également en amont. Je pense qu'un tel arrangement entre ces États et Guillaume, je ne sais pas ce que ces États vont gagner dedans, mais encore une fois, je pense que Guillaume avance des pions, pas des pions, mais des points politiques sur ce coup-là. Jiré, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, si vous voulez, les limites de la puissance des mots choisis par Guillaume Soro pour annoncer en tout cas la fin de son exil? En fait, oui, moi je vais aller plus loin qu'une analyse des mots. Moi je propose de faire un décortiquage sur 3 points. Allez-y. Un décortiquage juridique, un décortiquage médiatique et un décortiquage politique. En fait, les 3 axes, la frontière est très mince. Mais sur le plan juridique, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un citoyen d'une communauté d'intégration et de coopération. Sur ce plan, si on prend en compte le citoyen, nous sommes dans une zone de libre-échange où il a le droit d'arriver au Mali, où il a le droit d'aller au Burkina, où il a le droit d'aller au Niger. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce qu'au-delà du citoyen, il y a les fonctions qu'il a occupées, très proche d'Alassane Ouattara, pressenti comme son dauphin, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Tant est que sur le plan juridique, il y a 2 affaires qui l'ont empêché d'être candidat lors des dernières présidentielles. Mais il visite une zone où on estime justement que l'atteinte à la démocratie, c'est ce qui a amené les coups d'État dans cette zone et c'est l'art de se dribbler soi-même tout en voulant garder le ballon. C'est quand les hommes estiment qu'ils sont au-dessus des institutions, qu'il y a le premier mandat dans une nouvelle constitution, quand il y a des arrangements juridico-légaux et qu'on estime qu'on doit sortir de ces arrangements. En tout cas, le message des autorités de Bamako, de Ouaga ou du Niger a toujours été un message de fraternité envers la Côte d'Ivoire. Donc recevoir un frère sur le plan juridique n'a rien d'illégal. Ensuite, sur le plan médiatique, Guillaume Soro est un homme politique. Un homme politique est un homme fasciné par les médias. Et la défense qu'il se donne depuis des années est une défense qui tient quand il vient dans la zone AES. Il dit quoi, Guillaume Soro? Il dit « Je suis persécuté. Je suis persécuté partout où je vais. Je suis persécuté dans les aéroports. » Et dans la Convention internationale des droits de l'homme, il est dit que nul ne peut être et ne doit être contraint à l'exil. Donc son exil politique forcé... Cette phrase même est consacrée par la Constitution ivoirienne. Par la Constitution ivoirienne. Oui. Donc contraint à l'exil, persécuté, c'est très médiatique pour Guillaume Soro. Est-ce qu'il ne faut pas relativiser ce pan de votre analyse quand on sait que les autorités ivoiriennes ont réagi en indiquant que Guillaume Soro était libre de rentrer en Côte d'Ivoire comme s'il le souhaitait? Omar Barou, on va aller étape par étape. Allez-y. Je ne veux pas être coupé sur ces choses-là, pour ne pas dire ce que je ne vais surtout pas dire. Allez-y. Un homme politique qui a attrait aux médias
Et Guillaume Soro, en plus d'être ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, fait toujours planer le doute d'une menace. Et c'est bien pour un homme politique d'être craint par ses adversaires, d'être redoutable. Et ce facteur redoutable, en se rapprochant de la Côte d'Ivoire, en venant au Mali, au Burkina, ou à quelques kilomètres seulement de la frontière ivoirienne, c'est de dire je peux rentrer à tout moment. Et les menaces de déstabilisation qui me sont portées peuvent ou ne peuvent pas voir le jour. Mais une chose est sûre, s'il venait à résider à Bamako ou à Ouaga, ou même au Niger, Guillaume Soro pourrait rencontrer plus facilement ses compagnons politiques, organiser son organisation politique, préparer sa rentrée en Côte d'Ivoire. Et ce que vous dites sur le plan politique, quand les autorités ivoiriennes disent à quelqu'un qui est condamné, qui a une condamnation en vigueur, viens, c'est une manière de dire, le filet est là, le poisson, tu ne connais pas c'est quoi le filet, mais rentre dedans. Et Guillaume Soro le comprend. Il sait ce qu'il attend s'il devait rentrer. Maintenant, deux options s'offrent à lui sur le plan politique. Peut-être on va en revenir. Je termine en 10 secondes. Oui. Première option, un accord politique. Accord politique, c'est signé, tu rentres, tu fais des concessions, le pouvoir te laisse circuler. Deuxième concession, déstabiliser de l'extérieur, faire du bruit et prétendre rentrer. C'est un peu ça. Nous, on était en train de parler de Guillaume Soro pendant que vous nous écoutiez. Écoutez, je pense que c'est un coup politique important et surtout une bonne communication. Guillaume Soro, c'est un homme politique ivoirien de premier plan. Il a été au cœur du pouvoir au cours des 2 dernières décennies, au centre du pouvoir au cours des 2 dernières décennies. Et il a été à la tête d'un mouvement politico-militaire. C'est pas rien pour un homme politique de son envergure. Depuis quelques années, il a rejoint l'opposition et ça lui coûte ce que ça lui coûte aujourd'hui. Ça vaut ce que ça vaut. La première leçon que je tire, c'est que lorsqu'on est au pouvoir, il faut avoir de la mesure. Personne n'essaie de battre de messer à faire. C'est une première leçon. La deuxième leçon est que même ceux que vous prétendez servir peuvent se transformer en bourreaux pour vous. C'est pourquoi il faut plus défendre les principes et les valeurs que les hommes. Parce que lorsqu'on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire du parcours politique de M. Soro, on constate qu'il a mis toute son énergie au service d'un homme. Et bon, dans le discours politique, on dira que c'est au service du pays. Et aujourd'hui, le premier adversaire de Soro, c'est l'homme à qui il a pratiquement tout donné. Je crois que ça fait réfléchir. Et bon, nous sommes ses jeunes frères, nous tirons les leçons. Mais pour tout dire, venir dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, qui est une organisation qui aujourd'hui est en train de prendre forme, une organisation de coopération dans divers domaines, et qui est en train de prendre forme et qui est en train de se structurer, c'est un message politique important. C'est un coup politique extraordinaire. C'est dire, bon, vous me persécutez dans le monde au-delà des frontières ivoiriennes, au-delà des frontières africaines, je viendrai dans des pays qui sont, qui partagent la même frontière que la Côte d'Ivoire, et de là-bas, je vais vous embêter. Je pense qu'il traverse un moment difficile. La politique, surtout la vie d'un opposant, c'est pas un long fleuve qui coule doucement. Lorsqu'on choisit d'embrasser la politique, de défendre ses idées politiques, il y a l'exil, il y a la prison, il y a les délations, la calomnie, il y a toutes sortes de choses auxquelles il faut s'attendre et il faut se préparer pour ça. Donc je crois que M. Soro est préparé et nous lui souhaitons beaucoup de courage, beaucoup de chance et surtout, beaucoup de persévérance. Parce que la victoire appartient à ceux qui n'abandonnent jamais. Le bon combattant, ce n'est pas celui qui n'est jamais battu, mais celui qui se bat toujours. Monsieur C, déjà, Guillaume Soro, je le disais, un ancien rebelle, déjà, qui
magnifie les régimes militaires, qui pourfendent les régimes qu'il appelle prétendument démocratiques déjà, et qui annonce son retour en Côte d'Ivoire, sachant bien qu'il est sous le coup, en tout cas, des condamnations judiciaires. Comment compte-t-il organiser son retour dans ce contexte précis? Bon, ça, je pense on n'est pas dans le secret des lieux. On peut peut-être donner quelques hypothèses. On est dans les analyses. Voilà, je veux dire, on peut donner quelques hypothèses. Oui. Et permettez-moi d'ailleurs, avant de féliciter les Aiglonnais pour leur qualification quand C'est même vrai, ça nous est passé. en demi-finale de la Coupe du Monde. Ouais, on devrait commencer par ça. Quelque chose de très bien. Et en plus, on reste le seul pays africain en lice. Bon, la France, moi, j'aurais bien aimé qu'on les rencontre même en finale. Mais en demi-finale, c'est déjà ça. Et souhaitons leur bon courage. J'aurais voulu qu'on laisse cette digression. Non, c'est Ouais. une digression importante quand même. C'est vrai. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites, en fait, il faut faire une analyse froide. Soro n'est pas en train de défendre un système contre un autre système. Quand il parle des systèmes démocratiques, c'est un constat. Il a constaté qu'ils n'ont pas voulu le recevoir. Et pourquoi ils n'ont pas voulu le recevoir? C'est vrai que la force ivoirienne, en tout cas la force économique ivoirienne, et les relations que le président Ouattara entretient avec certains de ses homologues, ont fait que, par exemple, le Niger, dans le temps, n'a pas voulu le recevoir. Aujourd'hui, le contexte est plus propice. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Bien évidemment, il faut qu'il prenne le temps de préparer une éventuelle arrivée en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faudra, comme Ouattara même, je pense, l'a fait à un moment donné avec Blaise, pourtant qui est dans un cas beaucoup plus complexe et où on parlait même de peine de mort, accepte peut-être une conciliation, une réconciliation avec Soro, et que Soro puisse à ce moment-là se présenter comme candidat aux futures élections présidentielles. Mais de là à penser qu'il y a une ambition de déstabilisation ou... Non, je pense que c'est trop facile et c'est un peu le jeu que certains Ivoiriens vont vouloir jouer. Ils vont nous dire que c'est une manière pour lui de faire trembler la Côte d'Ivoire en disant « je suis avec des pays où il y a eu des coups d'État, donc peut-être qu'il va y avoir un coup d'État ». C'est trop facile. Il voulait rentrer chez lui, il voulait rentrer en Afrique, il est rentré. C'est ceux qui ont voulu le recevoir. Il a discuté avec eux parce que, indépendamment du régime politique en place, on sait que c'est des régimes qui sont soutenus par le peuple en grande majorité. Après, ça, on ne va pas faire ce débat-là ici, mais Soro est un homme politique. Donc, il est dans un contexte où, malgré tout ce qu'on lui a fait, parce qu'on a oublié de préciser aussi qu'il n'a pas été chassé de l'Assemblée nationale, il a démissionné. On a oublié également de dire que le RHDP l'a rapproché à l'époque. On a oublié également de dire que son mouvement, qui est le GPS, juridiquement, a été enterré. On a oublié de dire que ses frères, deux de ses frères et son bras droit ont été enfermés derrière lui. Donc il y a eu beaucoup de choses également qui se sont passées au niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à ce qu'on appelle le cas Soro. Donc c'est de bonne guerre, sans mauvais jeu de mots. Oui. Maintenant, je pense que l'idéal, ce serait qu'on arrive à une solution politique, bien évidemment. Et il faudrait rappeler au passage que même si on veut brandir le principe de l'extradition, parce qu'il y a des conventions et des pactes entre les différents États, Oui. et c'est une procédure d'entraide judiciaire, il faut savoir que dans les pays, justement, notamment la Côte d'Ivoire, certaines personnes poursuivies n'ont pas été remis, ou en tout cas n'ont pas été accompagnées et demandées de rentrer dans leur pays. Oui. Donc je pense qu'on peut parler, la Côte d'Ivoire aussi donnera son avis, mais dans tous les cas, si Soro veut s'installer dans un de ces pays-là, même s'il ne l'a pas encore dit, ça ne doit pas poser de problème puisque la réciproque se passe dans l'autre sens. Soro qui fait ses déclarations aux portes de la Côte d'Ivoire déjà, certains commencent à imaginer si Soro n'est pas en train de renouer avec ses vieux amours. Et je pense qu'il doit être le premier, à mon avis, à faire évoluer sa communication pour démontrer tout le contraire, qu'il n'est pas
dans ces États. D'ailleurs, ces États, je ne pense pas qu'ils vont accepter que Guillaume puisse essayer de travailler à déstabiliser en fait la Côte d'Ivoire à partir de ces États-là. Parce que nous devons comprendre que dans l'AES, ce qui fonde, je pense même cette organisation en construction, c'est vraiment qu'il y ait la paix et le développement et qu'on puisse faire en sorte que les armes arrêtent de crépiter en fait. Donc, quoique nous ayons des transitions dans ces différents États-là, ces États travaillent véritablement à ce que nous puissions faire taire les armes sur ce territoire-là et permettre à ce que les populations puissent effectivement jouir de tout ce qu'il faut en termes de stabilité et de développement. Sauf que ces pays aussi entretiennent aujourd'hui une relation diplomatique tendue avec la Côte d'Ivoire. Exactement. Quand bien même qu'il y a cette tension diplomatique entre ces différents États, je pense qu'à l'entame de mon propos, la première fois, je l'avais dit, mais cela est totalement différent de dire qu'ils vont faire le pas d'aller vers la déstabilisation parce que ces États ont toujours dénoncé la déstabilisation, que ce soit sur des aspects politiques ou militaires. Je pense que tous nos trois États de l'AES se battent contre cela. Et d'ailleurs, Guillaume, c'est pour cela que j'ai dit qu'il aura intérêt à faire évoluer sa communication pour aller dans le sens politique de manière à asseoir effectivement une certaine orientation politique par rapport à ses ambitions. Et Guillaume ne gagnerait nullement à ce qu'il soit perçu d'abord en premier ressort comme en fait celui-là, ce rebelle qui veut renouer encore ses vieilles habitudes parce que aucun État n'est guerrier. C'est pas parce qu'il y a en fait l'autorité actuelle de la Côte d'Ivoire à travers le président Alassane Ouattara qu'il y a des choses qui se font contre Guillaume qu'en retour Guillaume va travailler à vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire parce que le peuple va au-delà de la personne d'Alassane. Son pouvoir, c'est sûr et certain, va prendre fin d'un moment à l'autre. Donc je pense pas qu'il puisse gagner dans ça. Mais en revanche, comme j'avais dit, il a fait une avancée politique en se rapprochant déjà en fait de son peuple. Il doit travailler maintenant, je pense, à assurer ses ressortissants et dans ces pays-là et encore à l'intérêt de son pays, à montrer autre figure et à défendre autre figure politique avec des ambitions qu'il faut qu'il apporte une plus-value à la Côte d'Ivoire et même dans ces pays d'accueil éventuellement que sur un aspect tout simplement militaire ou rebelle. De ce point de vue-là, je pense qu'il a toutes les possibilités, de mon point de vue, à pouvoir travailler, je pense, à renfermer ou à élargir le plus large possible en fait, ce champ politique qui sera non seulement payant pour lui, mais je pense aussi que c'est nos États de l'AES qui gagneraient davantage à cela, à démontrer que, quoi qu'il nous ayons eu des coups d'État chez nous, que nous voulons rapidement sortir de cela et être effectivement dans une zone qui puisse être économiquement stable, économiquement viable et que nos populations puissent effectivement jouir de ce bien-être-là elles sont en train de regarder ailleurs et auquel elles continuent d'aspirer de manière très très légitime. Moussa Djiré, comment Guillaume Soro, jusqu'où peut-il aller pour en tout cas s'offrir son retour dans pas sur la terre de ses ancêtres, mais dans les pays de ses ancêtres? Moi, je ne suis pas conseiller de Guillaume Soro. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Oui. Mais je peux dire jusqu'où il doit aller. Oui. Parce que dans ma première intervention, on a parlé, j'ai posé les jalons d'un décortiquage juridique, médiatique et politique. Et l'autre aspect, quand il y a tout ça, la suite logique, c'est un aspect diplomatique. Et c'est sûr qu'il faut cet aspect diplomatique. Revenons en arrière. Le principe que Hassan Sey vient de rappeler, qui est le principe de la réciprocité. Le Mali aussi a des repris de justice en Côte d'Ivoire. Le Burkina aussi, et Guillaume Soro, rappelons-le, avait été mêlé à des affaires d'écoute au Burkina Faso, où sa voix avait peut-être ou pas du tout été authentifiée, mais il y avait ces soupçons-là. En tout cas, c'est un acteur dans la zone qui a souvent été associé à ces choses d'instabilité. Il s'agit pour l'ancien Premier ministre de se dire, il faut dire aussi qu'il a beaucoup maigri depuis la dernière fois qu'il est apparu. Il a maigri, il paraît plus rajeuni, plus calme, la barbe est plus taillée, on laisse déborder un peu la moustache. Un opposant fatigué? Pas forcément fatigué, mais il veut peut-être transparaître une certaine sagesse qu'il a aujourd'hui. Mais en tout cas, le message communicationnel qu'il faut transmettre, c'est je ne suis pas dans des enfantillages. Il s'agit de dire, oui, j'étais le fils désigné, je me suis rébellé, je ne suis pas allé dans le RHDP, je ne suis pas dans cette zone en train de sillonner pour dire, donnez-moi mon héritage, donnez-moi mon héritage. Non, je suis en train de venir en homme d'État, pas en homme politique, mais en homme d'État,
rappeler à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, parce que le jalon communicationnel et médiatique va à leur endroit aussi, de leur dire GPS, ok, ce n'est plus fonctionnel, Oui. mais la tête du serpent est là, elle va bien. Et l'ambition politique de Guillaume Soro est en vigueur. Ensuite, il faut rappeler à ces détracteurs qu'on n'est pas dans les enfantillages, mais on n'est pas non plus dans la revanche. Il s'agit de dire ce n'est pas la personne d'Alassane. Il s'agit d'une question purement et simplement de prospérité, de doter la Côte d'Ivoire d'un nouvel avenir. Et sur le plan diplomatique, les pays dans lesquels il va sont dans cette phase. Aujourd'hui, il y a des rencontres techniques à plusieurs niveaux, entre des ministres de l'économie et des finances, entre des ministres de la sécurité, entre des ministres en charge des affaires diplomatiques, pour balayer les jalons d'une zone de coopération, mais surtout d'une zone de richesse économique, source d'émergence. Et on ne peut pas faire nourrir cette ambition de l'Afrique unie et exclure un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays très prospère, très fraternel, très charmant. Et tôt ou tard, l'avenir politique de Guillaume Soro ou l'avenir du peuple ivoirien sont des destins communs à cette Afrique. D'accord. Et sur le plan diplomatique, ce sont des choses qu'il faut prendre, mais qui peuvent bouger très vite. Noussar, comment vous voyez la forme, la manière d'un éventuel retour de Guillaume Soro dans le pays de ses ancêtres? Je suis un homme politique. J'ai appris qu'en politique, l'adversité, il y a des stades où on peut se réconcilier. C'est ça. Nous avons dépassé ce stade. Guillaume Soro et le pouvoir en Côte d'Ivoire sont dans un stade où c'est la vie ou la mort. C'est ça la politique. La politique, c'est une machine de guerre, impitoyable pour ses ennemis. C'est ça. Et penser, comme mon jeune frère est en train de le dire, ça c'est la dimension romantique de la politique. Mais la dimension réelle de la politique, c'est quasiment impossible de concilier monsieur le président de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. On est arrivé à un stade. Je n'ai pas dit qu'on peut les concilier. Non, écoutez, vous parlez de diplomatie. Sinon c'était la thèse défendue par CI. C'est pas, écoutez, vous savez, la politique, il y a le réalisme. On est à un stade où Guillaume Soro a été contraint à l'exil. Abandonner son pays, abandonner ses amis. Ses frères sont en prison. Les militants sont en prison. Ses comptes ont été gelés. C'est un homme aujourd'hui qui a la vie quasiment détruite. Pas quasiment détruite. Oui, quasiment. Quand je dis quasiment, il y a toujours une once d'espoir. Relativité, allez-y. Il y a toujours une relativité, il faut toujours dire des choses. Et donc, il est dans un stade où il vit un regret. Le regret d'avoir accompli la mission qu'il a accomplie, qui était d'aider à réaliser ce projet auquel il croyait, qui était de mettre M. Alassane Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, moi je veux être honnête avec vous, son vœu le plus ardent, c'est qu'il y ait changement de pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est ça, la réalité des choses. Son vœu le plus ardent, c'est ça. Oui. Et peu importe la manière. Peu importe, parce qu'on est arrivé à un stade, au stade où c'est peu importe la manière. D'accord. Moi, c'est ça la politique, c'est la réalité politique. On est arrivé à un stade où c'est peu importe. Parce que, je vous dis, il ne faut jamais mettre un homme, surtout un homme politique, dans une situation où il n'a rien à perdre. Un homme qui n'a plus rien à perdre est plus dangereux, est très dangereux. Donc on est dans cette situation. Et Guillaume, c'est tout à fait légitime et normal que dans sa situation, qu'il essaie de tout mettre en œuvre pour... voilà, c'est ça la vérité. Maintenant, on peut dire non, il faut discuter, il faut dialoguer, il ne faut pas déstabiliser la Côte d'Ivoire et tout ça. Mais lui, il est déstabilisé. Vous avez vu, il est apparu, c'est ça. Vous avez trouvé, c'est l'opposant fatigué. Vous avez trouvé le terme juste, c'est l'opposant fatigué. Et il est obligé de trouver les ressources politiques nécessaires pour rentrer en Côte d'Ivoire, quelle que soit la manière. C'est ça. Parce que c'est la fin en politique, là. Il faut lire Machiavel. Quelquefois, il faut lire et appliquer les théories de Machiavel. C'est la fin qui justifie les moyens. Et ça, c'est du basique.
C'est du basique. D'accord. Donc moi, je le souhaite beaucoup de chance, D'accord. beaucoup de courage et surtout beaucoup de détermination. Parce qu'il est dans une phase, je pense que j'ai lu un communiqué de son parti Oui. où on a tenté de l'arrêter à l'aéroport d'Istanbul, de l'enlever à l'aéroport d'Istanbul. Les services ivoiriens sont derrière lui. Et on le file. C'est clair, on ne peut pas combattre un État comme ça. D'accord. C'est un État, il est face à un État. Lui, c'est un individu et une organisation politique qui est face à un État. Et le stress et tout ça, là, ça va perdre beaucoup de kilos. Beaucoup de kilos. Jusqu'où peut-il aller, Guillaume Soro? C'était le sujet qu'on a choisi pour consacrer, pour analyser l'actualité ivoirienne. Du destin d'un homme à un autre, hein. La région de Kidal a désormais un nouveau gouverneur, le général Gamou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été porté par le Conseil des ministres de ce mercredi à la tête de l'exécutif régional de Kidal, une nomination largement commentée par les Maliens. Monsieur Sey, votre commentaire suite à la nomination du général Eladji Gamou? Oui, permettez-moi quand même de rebondir, mais vraiment Encore quelques Oui. secondes sur ce qui a été dit, parce que effectivement, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui il y a une guerre ouverte entre Soro et Ouattara. Soro même a dit que c'est ou lui ou Ouattara, mais il y a une différence. À Gamou ou à son choix, qu'est-ce qui justifie? Ce qui justifie dans le fond, peut-être ceux qui l'ont nommé pourront le dire, mais mon analyse là-dessus, je pense que c'est déjà, en tout cas, un bon début
je pense, par rapport à Kidal. Parce que Kidal, de mon point de vue, il y a dorénavant plusieurs enjeux et plusieurs défis qui se conjuguent pour le Mali à partir de Kidal. Et de ce point de vue-là, sur le plan sécuritaire et militaire globalement, le choix de Gamou comme premier responsable de la région est extrêmement déterminant. Mais n'oublions pas également que lui, il appartient effectivement à des Imgad et que de l'autre côté, c'était des Ivogas qui étaient là, qui a la réalité entre les tribus, laquelle réalité, il faut y travailler tout de suite à faire entourer Gamou par d'autres acteurs qui puissent travailler effectivement à asseoir une certaine stabilité pour que nous ne tombons pas effectivement dans une sorte en fait de situation interne entre tribus où on aurait inversé effectivement le rôle des tribus pour que des choses ne s'enfoncent pas, ne s'enlisent pas davantage. C'est extrêmement important, c'est pour dire, et heureusement que lui-même dans son intervention il l'a dit, il a dit deux choses que moi j'ai particulièrement aimées. Il travaille pour d'abord l'intérêt général, oui. C'est extrêmement important, et il a aussi dit que toutes les populations du Kidal aujourd'hui ont vraiment souffert de cette situation-là. Et c'est extrêmement important lorsque le premier responsable affiche des choses, affiche des idées comme cela. Je pense que tout autour, il y a lieu que le gouvernement également travaille, comme j'ai dit tout à l'heure, à mettre aussi d'autres hommes autour de lui qui puissent être les plus neutres possibles à travailler, à faire en sorte que ce soit Imgad, Ifogas et d'autres communautés qui soient là-bas, que l'on pense et que l'on travaille simplement pour le Mali. Parce que, encore une fois, il faut travailler même, et j'irai même plus loin de mon point de vue, travailler à faire en sorte que, je ne sais pas si cela est possible, mais ça doit être possible dans les réflexions, en s'adossant effectivement à notre loi fondamentale, de faire en sorte qu'il y ait même une sorte donc de pacte du Mali, en mettant la classe politique et tout autour de Kidal, pour que les grandes actions, ou même plus élargies aux différentes régions du Nord, pour que les grandes actions aujourd'hui qu'on va arrêter à travers Kidal ou à travers les régions du Nord, pour que nous puissions avoir la sécurité, nous puissions avoir un processus de développement intégré, que cela puisse échapper en fait aux résultats des prochaines élections. Je vais simplement dire que cela va nous permettre de faire en sorte que l'inquiétude relative au fait que lorsque la transition va prendre fin, qu'il y a d'autres hommes politiques qui viennent, par exemple, que la donne change par rapport à Kidal et qu'on retombe encore dans d'autres choses, oui. Qu'il est bon maintenant que nous puissions faire, en tout cas dans la légalité et en mettant nos acteurs ensemble, faire en sorte que ces régions-là puissent effectivement être mises à l'abri de la chose politique, politicienne, parce que la géopolitique et tout ce qu'il y a derrière va nous accompagner au moins pendant une décennie. Pour y travailler à la stabilité, il faut vraiment qu'il y ait des actions vigoureuses et inclusives. On me fait signe que les dieux de la technique avaient quitté ce studio lorsque vous parlez de général Gamou. D'accord. Donc tu repars. Ils sont revenus. Donc je disais que le choix de Gamou est un choix à la fois stratégique et intelligent, et qu'on arrive à mêler l'utile et l'agréable. Maintenant, ce qu'on peut même rajouter, parce qu'effectivement, il vient de faire écho par rapport à la déclaration que le nouveau gouverneur de Kidal a faite, avec d'ailleurs le ministre de l'administration territoriale également et de la décentralisation, où il nous dit en substance qu'au-delà de sa fierté d'avoir cette mission-là, il va œuvrer au retour des services sociaux de base. Et le ministre de repréciser que c'est effectivement une des missions confiées, mais que cela s'applique à tout le Mali. Je pense que la précision est importante. Oui, sinon, ma question, c'était de savoir votre... Gamou lui-même, oui, Gamou mais lui-même. bien évidemment, je vous l'ai dit, c'est un choix à la fois stratégique et intelligent. Donc, si c'est un choix stratégique et intelligent, il faut évoquer les raisons. Et c'est pour ça que je parle du discours qu'il a fait. Maintenant, dans les différentes autres raisons que j'avais évoquées, je parle de son statut de militaire et de haut gradé qui est resté dans le giron de l'État depuis le début des rébellions. C'est l'un des seuls, pour ne pas dire le seul, qui est resté avec l'État et qui était loyaliste. On sait quelles sont les actions qui ont été menées par le Gatia, qu'on les accepte ou qu'on ne les accepte pas. Et il y a aussi une réalité qui est que lorsque vous avez quelqu'un qui est ressortissant de la zone, à la limite, quelle que soit la tribu, même s'il peut y avoir des velléités en interne, ça sera toujours plus facile pour la zone de Kidal d'avoir un gouverneur comme Gamou que d'avoir un gouverneur qui serait issu, par exemple, de Caille. Ce serait beaucoup plus difficile. Maintenant,
On va voir avec le temps ce que ça va donner. Mais la foi et l'avantage d'avoir quelqu'un qui est de la zone, qui maîtrise les armes, qui est fin stratège et qui est loyaliste et qui est resté fidèle au Mali, je ne pense pas qu'on aurait pu désigner une meilleure personne pour le faire. Diré, je peux me tromper, mais visiblement vous n'êtes pas d'accord avec le choix de Gamou comme gouverneur de Kidal. Allez-y. Vous vous trompez. Allez-y. Je pense que ce n'est pas avec ça que je ne suis pas d'accord, mais comme mes deux autres prédécesseurs, je vais prendre 10 secondes. Allez-y. Pour rappeler au grand frère Noussar que je lis effectivement Machiavel, mais justement je ne lis pas que lui. Et je ne pense pas que la politique ce soit juste de lancer des pierres et des pots de bananes. Dire que Guillaume Soro, un homme politique, doit réfléchir à comment maintenir et préserver la stabilité de la Côte d'Ivoire et de la sous-région n'est pas du romantisme, mais une réalité, une aspiration profonde de prospérité. Et je partage, comme mes prédécesseurs, que s'il vient en disant « je vais prendre les armes », c'est dangereux pas seulement pour la Côte d'Ivoire, parce que d'autres Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, d'autres Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, pourront prendre aussi les armes contre leur pays et pourront bénéficier cette mise et on ne va pas s'en sortir. Oui. Tout va être en feu, donc je ferme cette parenthèse. Allez-y. Pour dire là-dessus, oui. Allez-y. Vous pourrez l'ouvrir, on reviendra. Allez-y. Mais en tout cas, la réalité est que nous voulons la paix. Allah qui m'a préservé la paix. Allez-y. Ensuite, le choix de Gamou comme gouverneur de Kidal. Vous savez, moi, il y a des choses qu'on fait par courtoisie. Moi, je trouve que la courtoisie n'est pas une bonne chose. Je ne félicite pas les nominations. Que ce soit un proche ou que ce ne soit pas un proche, je ne félicite pas les nominations. Mais ce que je vais faire ici, par contre, c'est de reconnaître la valeur et le symbole du général Gamou, qui est un symbole du patriotisme national et qui mérite cette nomination. C'est un homme de terrain, un militaire. Kidal bénéficie pour la première fois depuis 11-12 ans de l'arrivée de militaires maliens. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, les défis sont compris. Il s'agit de redéployer l'administration, de faire revenir les populations dans une ville qui est totalement vide aujourd'hui, les déplacer. Il faut qu'ils puissent revenir. Ensuite, les services sociaux de base doivent aller avec l'administration. La sécurisation doit continuer dans cette zone vaste qui est une zone des 3 frontières communes au Mali, au Niger et au Burkina. Et justement, on se retrouve aujourd'hui dans l'AES. Avant, on était dans le G5 Sahel, un peu pour ces choses-là. Mais aujourd'hui, on est dans le G3 Sahel, où le Mali, le Niger et le Burkina décident de se donner la main. Donc, la personne de Gamou, parce que c'est juste ça la question, moi, je lui reconnais une chose. C'est quelqu'un aussi qui est bien accueilli dans l'esprit national, qui est l'esprit d'unité du Mali. Le Mali est un, il est indivisible, et nous devons tous travailler à lui rendre sa dignité. Donc, il faut l'entourer de bonnes personnes, comme M. Diarra l'a dit, et comme Hassan l'a dit aussi, c'est la bonne personne. Monsieur Sarr, sur le choix porté sur le général Gamou. Écoutez, il y a un malentendu. Sauf qu'on a déjà vu il y a un malentendu. Il y a un malentendu. Moi, je ne demande pas à ce que Guillaume prenne les armes. Je ne l'ai jamais dit. Je dis, en politique, il y a des réalités intangibles. La justice ivoirienne l'a condamné. Comment? La justice internationale a annulé cette condamnation. Vous savez très bien, moi, quand c'est l'international, ça s'impose. On s'en fout, pas mal. On arrête ses parents, on détruit l'homme. Et vous voulez dire qu'il faut qu'il continue avec des armes conventionnelles et tout ça? Je vous dis, la politique, il y a des réalités. Je suis content que vous lisiez Machiavel. Je vous conseille Huntington. Noussar, vous pouvez revenir à ma question, s'il vous plaît. Mais c'est important. Oui. Non, c'est important. Il y a eu la même chose au Sénégal. Ousmane Sonko a critiqué le Mali en disant clairement que oui, les Maliens ils se sont levés, il y a eu renversement de régime aujourd'hui et ils paient le prix de ça aujourd'hui. Moi, je suis un homme politique. Et l'homme politique, c'est agir tout en ayant la mesure de la chose. Pour sur Gamou, contrairement à mon jeune frère, moi je félicite sa politique. C'est important. C'est notre culture. C'est votre choix. C'est notre culture. C'est votre choix. C'est notre culture. Quelqu'un ne peut pas être nommé, bon, que vous ne le félicitez pas. Je ne sais pas d'où vous sortez ça, vous amenez ça peut-être de l'Hexagone. C'est pas au Mali. C'est pas au Mali. Non, j'amène pas ça de l'Hexagone. Pas je n'ai jamais été à l'Hexagone. Ça, c'est contraire. Je n'ai jamais été à l'Hexagone. Bon, peut-être quand je dis l'Hexagone, allez-y. Le continent de l'Hexagone ou quoi? Le continent où il y a l'Hexagone. Donc, je voudrais, c'est important au Mali. Toute la semaine, il y a des nommés au Conseil des
des Non, ministres. mais dans notre M. culture, Diré, il va lorsque terminer. vous avez Allez-y. l'occasion de vous exprimer sur la nomination d'une personnalité aussi forte, aussi importante que Elhadji Gamou, votre grand frère Moussa vous suggère de le féliciter. Moi, je félicite Elhadji Gamou et je félicite les autorités de la transition qui, encore une fois, ont démontré que par rapport à la question, à la stabilisation de Kidal, la stratégie est bien réfléchie, elle est bien menée. Gamou, c'est un Touareg, un frère Touareg, né à Kidal, né dans la région, et qui connaît beaucoup de personnes dans la région, qui, au cours des 30 dernières années, a participé à quasiment toutes les importantes opérations militaires de l'armée malienne dans cette région. Donc c'est quelqu'un qui est en zone connue. Vous savez, l'armée malienne, nous avons, avec l'accompagnement du peuple malien, a repris le contrôle militaire de la région de Kidal, mais ce n'est pas fini. Le groupe, les forces négatives seront toujours en train de vouloir faire des choses. Et le premier chef, le chef de l'exécutif régional, c'est le gouverneur. On ne va pas attendre tout le temps, c'est le représentant du chef de l'État. Et donc, les décisions peuvent être prises de manière accélérée. Et on ne va pas attendre forcément de recevoir comme... Et cette doctrine, je pense que le Mali a fini avec. Vous prenez les décisions et vous vous rendez compte. On n'attend pas la lenteur administrative et tout ça. Lourdeur, ouais. La lourdeur administrative. Et ça a beaucoup joué dans la transition. Ensuite, quand vous prenez le problème qui a été posé, la question de la libération de nos frères, de la jeunesse touareg. Aujourd'hui, la jeunesse touareg est aujourd'hui libre et elle a le droit à accéder au savoir universel comme nous tous. Moi, je pense que le moment est venu de lancer un processus de dialogue, de continuer comme l'État. Sinon, à Kidal, il n'y a pas que des Touaregs. Écoutez, non, un processus de dialogue, il y a des gens qui ont été manipulés à un certain moment, à un moment donné, et qui sont toujours dans le rêve, oui, à Azawad, tout ça là, on va... Donc je pense qu'il faut finir avec ça. Et l'État doit lancer le plus rapidement possible un processus de dialogue. Pourquoi ne pas réadapter le pacte national? Parce que tôt ou tard, il faut que les fils du Mali puissent enclencher une réconciliation globale. Il faut que les gens se pardonnent, les gens se tiennent la main et les gens se regardent plus en chien de faïence, qu'on accepte de se mettre ensemble et regarder dans la même direction. Dernier sujet, le président de la transition nigérienne, le général Abdraman Tchani, a effectué cette semaine sa première tournée sous-régionale et c'est au Mali et au Burkina Faso que l'actuel homme fort du Niger a réservé sa première sortie hors du Niger depuis son coup d'État de juillet dernier. Je sais, analyse, commentaire. Bon, depuis la prise de pouvoir de Tchani, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Oui. Donc on a vu le 30 juillet dernier cette menace de la CEDEAO qui voulait attaquer le Niger. Et je pense que le lendemain, le 31 juillet, on a vu un communiqué conjoint entre le Mali et le Burkina qui disait en substance, si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez aussi. Et je pense que cette marque de fraternité et de solidarité au niveau de cette région du Sahel a beaucoup compté. On sait également que le Niger, on en parle peu, est sous embargo depuis bientôt 4 mois. Et ce n'est pas évident. On sait également que le Mali, le Burkina et le Niger ont justement formé ensemble ce qu'on appelle aujourd'hui l'AES et qui a la charte du Liptako Gourmand. Donc il y a une dynamique sécuritaire et des efforts militaires qui ont été mis ensemble. Et l'idée, ce serait que, justement, au-delà du sécuritaire et du militaire, il puisse y avoir de l'économique et du politique. Et lorsqu'on regarde la déclaration qu'il a faite au sorti de son entretien avec le président Traoré du Burkina Faso, on se rend bien compte que, quelque part, ce n'est pas qu'il demande de l'aide, mais il demande que cette solidarité puisse s'étendre aussi aux aspects économiques et politiques, justement en rappelant des réalités que vivent aujourd'hui les Nigériens. Donc, c'est une bonne chose. Oui. Et avant lui, je pense qu'il y a beaucoup d'émissaires qui ont fait le tour, hein, notamment des ministres et des premiers ministres. Mais pour le symbole,
comme on dit chez nous, Bouyabe, Bouyamasigi B, il était normal qu'il vienne à son tour rencontrer ces chefs-là individuellement, discuter avec eux, mettre ensemble peut-être un certain nombre de choses qui n'ont pas filtré. Maintenant, pareil, hein, on va voir dans les jours à venir qu'est-ce qu'il en sera, mais on ne peut qu'espérer que l'AES devienne aussi une coopération économique et politique. Diarra, votre analyse? Mon analyse là-dessus, je pense que cette visite du président Tchani dans les deux États successivement chez nous et au Burkina a deux entrées principalement. D'abord, le bilatéral entre les différents États. Je pense que ça a beaucoup plus servi à essayer de mettre cela en avant. Et je pense que ce point-là profite certes aux trois États, mais beaucoup plus au Niger dans la situation actuelle. Je pense que dans la foulée également, le point relatif donc à l'AIS, surtout à son opérationnalisation, est aussi la deuxième entrée par rapport à cette visite. Mais quand je reviens au premier point, vous avez vu que dans chacun des cas, il y avait toujours cette délégation avec beaucoup de ministres, parce que, par exemple, pour même le cas avec le Mali, et on parle déjà en fait de la coopération mixte, cette rencontre qui va avoir lieu au mois de décembre, je pense le 8 comme ça dans le communiqué que j'ai pu lire ici au Mali, donc entre le Mali et le Niger. Je pense que c'est suffisamment stratégique parce que quand on regarde de l'autre côté, les points qu'il faut pour mettre en place l'AIS et l'opérationnaliser à partir des points juridico-institutionnels et tout cela qui s'en suit en termes de reconnaissance, ça risque de prendre du temps. Mais de l'autre côté, sur le bilatéral, je pense qu'il y a beaucoup d'actions concrètes sur lesquelles les partis peuvent avancer. J'ai vu le point relatif aux hydrocarbures et je pense qu'ils sont en train de vouloir travailler aussi à faire avancer ces points-là et à dire qu'ils veulent continuer encore dans la suite de cela. Ça, c'est des points qui sont, de mon point de vue, extrêmement importants. Et l'autre aspect, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la collaboration dans tous les domaines pour reprendre les points de ces communiqués-là. Et je pense que pour le Niger aujourd'hui et pour les autres États, ça, c'est quelque chose, c'est un bon point. Maintenant, par rapport à l'AIS, même si je ne vais pas avancer peut-être dessus, peut-être dans la suite des questions, ça viendra. Je pense que sa structuration dans les points que nous avons vus en termes de recommandations et ceux qui sont les thématiques sur lesquelles ils ont eu à travailler, quand on voit ça, c'est une organisation économique et communautaire à l'image de la CEDEAO, une communauté d'intégration. Je pense que ça annonce des choses. Si on a l'occasion, je dirais mes points de vue. Diré. Merci beaucoup. Je souhaite faire une parenthèse. Encore, par rapport à... C'est totalement normal avec le grand frère. Pour remercier le grand frère Moussar pour les auteurs qu'il m'a conseillés. Parce qu'heureusement qu'il ne m'a pas conseillé, lui, son livre. Ce livre-là, je ne le lirai pas. Et pourquoi? Peut-être qu'il l'a déjà lu. Non, je ne l'ai pas lu. En fait, je ne lis pas l'idée de ceux qui pensent que c'est dans l'hexagone seulement qu'il faut construire, qu'il faut toujours détruire, qu'il ne faut pas laisser les autres opinions s'exprimer. Et que je pense ici, comme le général Amadou Toumani Touré, qui a aussi fait de la politique, qui dit que la guerre, il connaît, mais il préfère la paix. Et moi aussi, je préfère la paix. D'accord. Camarade Noussar, grand frère Noussar. C'est bien, ce sera toujours bien. Ensuite, par rapport à mes félicitations que je n'adresse pas, vous savez pourquoi je ne félicite pas par rapport aux nominations? Parce qu'au Mali, tout est nommé. Les maîtresses sont nommées, les boys sont nommés, même les parlements sont nommés. Moi, je préfère voir des résultats. Je suis un peu comme la population, vous savez, qui préfère attendre face à la cherté de la vie, face aux occupations quotidiennes. J'attends de voir les résultats. Mais quand vous parlez des symboles, je me reconnais dans le symbole. Vous avez 30 secondes à présent pour répondre à ma question. Je finis dans 30 secondes à votre question. Oui. Donc, j'ai moi aussi salué le symbole et j'ai reconnu la valeur. Je pense que je n'ai pas discuté la valeur d'un symbole comme Gamou et je ne le ferai pas. Ensuite, par rapport à la visite de Tchani, du général Tchani, effectivement, c'est deux chefs d'État qui se rencontrent, qui sont militaires, deux chefs d'État qui partagent, parce qu'ils rencontrent après le président du Burkina, une zone de coopération qui est l'AES, où on partage cette frontière, cette zone des trois frontières et cette charte du Liptako-Gourma. En plus du président Tchani qui est là, on a le ministre des Affaires étrangères et on a aussi le général Salifou Modi qui est souvent fréquent à Bamako. Et il l'a dit lui-même, Bamako, dès le 31 juillet, a dit qu'il ne fallait pas toucher à l'intégrité territoriale du Niger, qu'il ne fallait pas porter atteinte au Niger. Donc je pense moi aussi que c'est une visite de reconnaissance, une visite présentée comme une visite d'amitié et de travail. Le travail a commencé puisque des comités techniques ont commencé à se voir et que l'AES
présenté au début par une déclaration très simple des ministres des Affaires étrangères, va être peut-être une zone d'intégration, peut-être une zone de coopération économique. On parle de banque d'investissement, on parle de beaucoup de choses. Dans le communiqué des ministres Voilà. des Finances, les points sont là, C'est déjà très clair. Donc on parle de beaucoup de choses et il vient aussi au lendemain d'une victoire militaire importante pour Bamako, où on vient d'accéder pour la première fois en 11 ans à Kidal. Donc je pense que cette visite est de bonne guerre. C'est le président frère qui est venu rencontrer son frère. D'accord. On attend de voir la suite de la coopération. Nous, ça, pour... Oui, je veux Peut-être pas que, pour... Non, pas que mon jeune Ouais. frère, mon jeune frère commençait à ses débuts dans la politique. Je crois qu'il ne faut pas se fâcher. Il faut pas Je ne suis pas fâché avec vous. Et Nostal. vraiment, ne vous fâchez pas. Je ne suis pas fâché. Bon, c'est ce que j'ai Pourquoi constaté. me fâcher Et contre vous? Non. si mes propos sont peut-être... Non, c'est bon, je choquants, pense Non, 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 je ne suis pas fâché. D'accord. Je ne suis pas fâché. C'est ce qui Je est ne bien suis dit, juste hein, pas c'est qui est d'accord. bien clair. Non, oui. je préfère clarifier une Oui. chose Moi, je importante crois que- pour nous, Sarr aussi, avant de le laisser continuer, pour lui dire que je ne partage pas ses idées. Oui. Ça ne veut pas dire que je ne partage pas sa personne. Oui. Je n'ai aucun problème Donc, contre voilà. vous. On a un désaccord Donc, d'idées. C'est normal. Et Direz, c'est normal. c'est bien précis, hein, vous avez Précis. compris, Et allez-y. donc, pour lui dire que je ne le conseille pas de lire mon livre. Je ne le lirai pas. Je ne vous le conseille pas. De toute façon, beaucoup de personnes l'ont lu. Voilà. Des sommités internationales, des sommités dans ce pays, ça suffit largement. Ça Bravo. suffit largement. Vous avez parlé d'Amadou Toumani Touré, que je respecte beaucoup. Que faites-vous de la citation qui veut la paix prépare la guerre? Et M. Diré, mon jeune frère, a parlé de résultats. Peut-être que vous n'êtes pas au Mali. La transition en cours a engrangé des résultats qu'on n'a pas pu faire au bout de 30 ans. Je n'ai pas critiqué la transition. Non, quand vous dites les résultats, vous savez, en politique, il faut s'abstenir de la prétention. D'accord. Il ne faut pas être prétentieux. C'est ce que vous faites. C'est la première, Je vous c'est la redresse première votre conseil. leçon, c'est la première leçon que je voudrais vous donner en tant que jeune, en tant que cadet. Hein. Sortez de la dimension romantique, venez dans la politique. Je ne prends pas Par vos rapport à conseils, Tchani, Nostal. D'accord. par rapport à Tchani, vous savez, le Mali et le Burkina ont été les seuls pays avec la Guinée à soutenir le Niger. D'accord. Lorsque la CEDEAO a menacé d'intervenir, le Mali a déployé des avions de combat à Niamey. C'est pas rien. Et Tchani, c'est normal. C'était une visite de reconnaissance. C'est africain. D'accord. C'est africain. C'est normal. C'est humain de venir remercier, de venir saluer, de venir féliciter les autorités pour la décision courageuse que les Maliens ont prise en soutien au Niger. Ainsi- Et je crois que c'est dans ce cadre-là, et surtout pour renforcer la coopération et mettre en place notre CEDEAO en nous, quoi. D'accord. Je veux Juste pas dire préciser, la- le 10 notre CEDEAO en nous, décembre, quoi. c'est très important. Juste préciser que effectivement, il y a la rencontre du 10 décembre aussi qui se prépare au niveau de la CEDEAO pour d'éventuelles sanctions. Oui. Ça permet aussi de préparer un peu le terrain à tout ça et d'avoir... Quand on voit déjà on est les habitué. points C'est sur ces une mots stratégie que commune. prend Mais fin... très bon livre, hein. Moi, j'ai C'est lu. sur ces mots J'ai- que j'ai prend bien fin aimé. ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité Monsieur Nouhoum Sarr, membre du CNT, Moussa Djiré, président de Yiriwa. Les regards ont été véritablement croisés entre Nouhoum Sarr et Monsieur Djiré, qui prend finalement l'engagement d'aller acheter les livres de Nouhoum Sarr. Ah si. Tu ne peux pas... Il y en a plus peut-être. Non, Peut-être non, que ce n'est même plus disponible. Oui, c'est en rupture de Hassan stock. Sey, Stock est trop intelligent. Ok, Hassan Sey était là, Bagui Diarra. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de votre émission Regard Croisé. Au revoir.